Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de septembre. Il m'arrive très souvent de vous annoncer en début de vidéo que cette vidéo va être courte et bien souvent c'est pas toujours le cas. Mais si cette vidéo fait plus de 20 minutes, je vous invite à me laisser l'emoji clown en commentaire puisque au mois de septembre j'ai lu un grand total de 3 livres. Je n'en ai abandonné aucun, encore heureux. Les 3 livres que j'ai lus, je les ai lus en version papier, pas de livre audio, pas de livre numérique, pour un total de nombre de pages absolument magistral de 1589, c'est-à-dire à peu près 52 pages par jour. En revanche, note moyenne, 5 étoiles, et j'ai intégré 12 livres à ma pile à lire. Le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, c'est Apostasie de Vincent Tassi, mais j'ai aussi lu Loin de lui le soleil et Une clairière de glace, qui est la nouvelle qui accompagne ces deux ouvrages, ces deux romans, puisque Loin de lui le soleil est un roman. C'est l'édition intégrale des éditions du Chat Noir qui a fait l'objet d'une campagne de financement participative sur Ulule. Voilà, il est absolument incroyable. C'est mon roman préféré du mois de septembre. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Anselme qui va se retrouver dans une forêt, dans une maison isolée dans la forêt. Forêt très très particulière, forêt qui n'apparaît qu'à certains moments, parfois dans la vie des gens quand ils en ont besoin. Et dans cette forêt, un jour, Anselme va se promener et faire la rencontre d'Aphélion, qui est un vampire. Anselme va être très attiré par Aphélion et surtout par l'histoire que ce dernier va lui raconter, l'histoire d'une princesse, une princesse qui s'appelle Apostasie. Je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage d'Anselme. C'est un rêveur, il a besoin d'évasion, d'isolement, il ne se sent pas forcément toujours à sa place dans le monde contemporain. Aphélion est clairement un monstre. C'est un vampire, mais un vampire vraiment monstrueux. Pas dans le côté physique, au contraire, il est plutôt extrêmement séduisant, mais dans son comportement et dans les propos qu'il tient. J'avais cependant très très hâte de lire Loin de lui le soleil, qui est l'histoire d'Aphélion et que j'ai adoré. Je pense que je les ai aimés toutes les deux avec la même intensité, mais pas pour les mêmes raisons. C'était absolument phénoménal. Tous les personnages qui gravitent entre Anselme et Aphélion sont beaux. Ils sont tous plus brisés les uns que les autres, mais ils sont beaux. Je n'ai pas d'autre terme pour les décrire en fait, ils sont juste vraiment beaux et pas uniquement physiquement. L'atmosphère est sombre, gothique, effrayante. On se perd un peu, même complètement, dans cette forêt qui s'appelle la Sylve Rouge. Elle est tantôt sublime, tantôt menaçante, et comme je vous l'ai dit, on s'y perd, mais on navigue un peu entre... Enfin, on balance un peu entre le délice de s'y perdre, tellement elle est belle et mystérieuse, et l'effroi, tellement elle est terrifiante. L'histoire de la princesse Apostasie, c'est un conte qui est rempli de merveilles et d'horreurs, comme la plupart des contes. J'en profite pour vous prévenir sur les content warnings, description explicite de blessures, sang, torture. On a vraiment des passages qui sont gore. C'est très 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 graphique. La plume de Vincent Tassi est parfaite. Il n'y a pas une virgule qui ne soit pas à sa place. Il n'y a pas un seul mot qui ait une moindre importance. On entend les voix d'Anselme, d'Aphélion. À travers elles, on entend la voix de Vincent. C'est poétique, c'est un poème. Ce roman, c'est un poème. C'est une chanson et les mots qui la composent ensorcellent. L'histoire d'Anselme, c'est l'histoire d'Apostasie. L'histoire d'Apostasie, c'est l'histoire d'Anselme. Les deux histoires se croisent, se mêlent et s'unissent pour n'en former plus qu'une. On oublie complètement qu'en réalité l'histoire d'Anselme est contemporaine, que ça se déroule de nos jours, et on plonge avec, je dirais, presque volupté dans cette quête qui semble vouée à l'échec. Le rêve et la réalité se rejoignent pour offrir au lecteur une histoire pleine d'amour, de mort, de haine et de vie. On est tellement impliqué dans l'histoire que la quête du héros devient notre quête à nous, devient la quête du lecteur, et l'auteur réussit à nous faire interroger la pertinence, la légitimité de nos propres rêves. La qualité du récit est constante, tant dans le fond que dans la forme. Je ne vous les ai pas montrées, mais on a quelques illustrations qui ponctuent cette édition. Voilà.
Hors contexte, elle est déjà magnifique. Quand vous lisez le texte qui l'accompagne, c'est absolument bouleversant. Mes prochaines paroles n'auront pas forcément beaucoup de sens, ou alors elles en ont un peut-être. Je ne sais pas comment vous allez le comprendre, mais c'est la meilleure façon qui me soit venue à l'esprit pour décrire ce que j'ai ressenti à la lecture. Rien n'a de sens, et pourtant tout a un sens. Et la symétrie des éléments de cette histoire, que ce soit des éléments importants ou bien juste de l'ordre du détail, c'est absolument incroyable. J'avais lu Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi en 2019 et j'étais tombée sous le charme de la plume de cet auteur à tel point que je n'avais rien lu d'autre de lui depuis, de peur d'être déçue. Quelle erreur! Quelle erreur! Je vais m'attaquer à sa backlist dès que possible. Je vous invite vraiment à découvrir ses histoires, son univers. C'est un magicien des mots. Évidemment, 5 étoiles sur Goodreads pour les 3. Les 2 romans et la nouvelle. Coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Coup de cœur, et je n'en ai pas eu beaucoup depuis le début de cette année, donc c'est à souligner. Ensuite, j'ai relu La 9e maison de Leigh Bardugo, le tome 1 de la série Alex Stern. Je l'ai relu parce que je voulais enchaîner avec Jusqu'en enfer, dont je vous parlerai juste après. Mais d'abord, je vais vous parler de La 9e maison. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 19 sur Livre Addict. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Alex Stern, qui vient d'arriver à Yale, qui a été embauché par la maison L'été pour surveiller les 8 grandes maisons, les 8 grandes fraternités de l'université. Dans cet univers qui est le nôtre, à ceci près qu'on a un aspect paranormal, donc on est sur de la fantasy, on est un peu sur un thriller dans ce premier tome, une enquête. Les fraternités utilisent une certaine forme de magie. Chaque fraternité a son type de magie particulier, et le rôle de la maison L'été, par laquelle a été embauché Alex, c'est de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, que les personnes qui sont impliquées dans les rituels s'en sortent en vie et en bonne santé. Jusqu'au jour où il va y avoir un meurtre sur le campus, et un meurtre bizarre, donc Alex va être chargée de mener l'enquête dans une certaine mesure. Elle va du coup devoir coopérer avec un policier qui est un shérif, je crois, peut-être, je sais plus, qui fait aussi partie des effectifs de la maison L'été. Alex venant d'arriver, elle a un tuteur, seulement ce tuteur a disparu. Donc on a 2 enquêtes en parallèle. On a Alex qui va essayer de mener l'enquête sur l'assassinat de cette jeune femme, qui ne fait pas partie du campus, mais qui a été assassinée sur le campus. Et d'un autre côté, son tuteur a disparu, donc on va alterner entre les moments présents où Alex mène l'enquête et les flashbacks de la façon dont elle a atterri à Yale, l'accueil, sa relation avec son tuteur, et comment, pourquoi, à cause de qui il a disparu. Leigh Bardugo réussit l'exploit de nous faire tomber sous le charme d'un personnage qui n'est même pas présent dans ce premier tome. Évidemment, je parle de Darlington, le fameux tuteur d'Alex, qui a disparu quelques mois, il me semble, semaines, avant le début de l'intrigue principale du roman. J'ai adoré le caractère d'Alex qui qui est très sarcastique et qui parvient à remettre les gens à leur place et à leur dire ce qu'elle pense, tout en restant poli, relativement poli jusqu'à un certain point. On a le personnage de Dawes aussi, qui est un petit peu l'érudit de la maison L'été et qui est secrétaire. C'est un petit peu la gouvernante de la maison L'été, entre guillemets. Si on a une question, on peut se tourner vers elle. C'est elle qui fait toutes les recherches bibliographique, enfin ce genre de choses, et j'ai adoré son personnage et j'avais du coup très hâte de passer un peu plus de temps avec elle dans le tome 2, dont je vous parle juste après. Et le dernier personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Centurion. Du coup, je ne me souviens plus du nom de ce personnage. Centurion, c'est son statut, entre guillemets, dans la maison L'été, mais c'est le policier avec qui Alex fait équipe, et j'ai beaucoup aimé le développement de son personnage, et il faut pas que j'oublie que pour l'instant je vous parle du tome 1 donc j'en reparlerai probablement dans ma critique sur le tome 2. L'atmosphère est géniale.
On peut pas vraiment parler de Dark Academia pour ce tome 1. Pour le tome 2, pas de problème. Mais pour le tome 1, on peut pas vraiment parler de Dark Academia. Cependant, il y a quand même certains éléments qui font penser. On a le climat très automnal. Il me semble que ça se passe... alors pas aux alentours d'Halloween, mais pas loin. Enfin voilà, on est vraiment sur plutôt la fin de l'année. Les lieux, tout se passe à Yale, donc forcément on a le côté université, même si c'est pas forcément hyper présent. Le personnage de Dawes qui est très studieuse. Ce sont tous les éléments de l'histoire que j'ai adoré. Et je trouve que les fantômes, les démons et les sociétés pas si secrètes trouvent toute leur place dans ce décor planté par l'autrice. J'ai d'ailleurs, en parlant de l'autrice, beaucoup apprécié son style. Elle ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle a à dire. Du coup, attention, c'est parfois dur, cru, gore. Vraiment, il y a vraiment des scènes qui sont difficiles. Je regrette juste un petit peu quelques répétitions. Ça n'a rien à voir avec la traduction, c'est vraiment l'autrice qui répète 1, 2, 3 éléments de l'histoire un peu plus loin dans le tome. Et je trouve que ça altère légèrement le rythme, qui par ailleurs est très très bon. L'histoire mélange plein d'éléments surnaturels différents. Je vous ai parlé des sociétés secrètes, des fantômes, des démons. On est vraiment sur une pléthore d'éléments magiques. Et l'alternance du coup des points de vue et les flashbacks donne une cadence assez intéressante. Il y a tellement d'enjeux différents dans cette série, ou en tout cas dans le tome 1, qu'on est tout de suite plongé dedans, on s'accroche tout de suite à l'histoire. Et la dernière phrase, la toute dernière phrase donne clairement envie de choper tout de suite le tome 2, ce que j'ai fait. L'autrice maîtrise à la perfection son histoire, et malgré le nombre impressionnant d'éléments et de personnages et de choses, tout simplement, qui figurent dans ce premier tome, on arrive relativement facilement à s'y retrouver. J'avoue quand même que le glossaire avec les différentes sociétés secrètes et le type de magie qu'elle pratique et la liste des quelques membres, c'est quand même intéressant de l'avoir à portée de main pour pouvoir s'y référer de temps en temps. J'ai passé un super moment de lecture. Par rapport à ma première lecture, ma note a baissé d'1 point, je lui avais mis 20, c'était un coup de cœur la première fois que je l'ai lu. Je vais prendre ça pour le signe que mon avis de lectrice s'est affûté et pour le signe également que je suis moins facilement impressionnable, peut-être. J'avais donc très très hâte d'entamer le tome 2, ce que j'ai fait. Je suis quand même contente d'avoir relu le tome 1 parce qu'il y avait pas mal d'éléments que j'avais oubliés. Et des éléments importants pour l'histoire du tome 2. Donc voilà, je suis contente d'avoir rafraîchi un petit peu ma mémoire. Et le tome 2, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads et 18 sur Livre Addict. J'ai adoré retrouver tout de suite les personnages, j'ai adoré qu'on passe un peu plus de temps avec Darlington et j'ai aimé les voir interagir les uns avec les autres. On a un personnage qui était très anecdotique dans le tome 1, qui a une importance capitale dans ce tome 2 et qui apporte une petite touche d'humour supplémentaire que j'ai adoré. Par contre, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Alex, que j'ai trouvé assez géniarde. Constamment, elle remet en... Elle se pose des questions sur elle-même, elle doute d'elle-même et c'est assez fatigant. Elle s'accuse de tous les maux et alors évidemment il y a certaines choses pour lesquelles elle est responsable, mais la plupart du temps elle s'est juste retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment et elle peut pas s'empêcher de se sentir coupable et ça m'a beaucoup agacée. Comme je vous l'ai mentionné dans le tome 1, l'aspect Dark Academia de cette série ne se ressent pas tellement à la lecture de la 9e maison. Par contre, Jusqu'en Enfer est clairement un roman Dark Academia. J'ai adoré suivre les réflexions et les recherches bibliographiques des personnages dans cette histoire. C'était vraiment super intéressant. On est sur, pour le reste, une atmosphère toujours aussi sombre, peut-être même plus, et encore plus graphique au niveau de la façon dont certaines scènes sont décrites. Attention, c'est très violent, il y a beaucoup de sang. Et autre partie du corps humain qui vole un peu dans tous les sens. Pas d'une façon grotesque, vraiment d'une façon horrifique. Je pense que je qualifierais ce livre de fantasy, mais fantasy à l'américaine, parce que sinon c'est plus du fantastique paranormal. Dark Academia et horreur. Le premier, on avait plus un côté enquête, avec
peut-être un léger voile d'horreur, mais là clairement on n'est pas vraiment sûr. Il y a aussi une enquête parce qu'il y a de nouveau des cadavres qui s'accumulent à Yale et du coup Alex doit jongler entre cette enquête et l'histoire avec Darlington qui a disparu ou qui a pas disparu, on ne sait plus. Enfin si, moi je sais, mais pas vous peut-être. Donc voilà, il y a quand même encore le côté enquête, mais là c'est vraiment le côté horreur et rituel, magie, démoniaque qui entre en ligne de compte. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le style de l'autrice, j'ai relevé à nouveau quelques répétitions, même si j'en ai relevé moins que pour le tome 1. En revanche, la correction les gars. La correction. Il manque des mots, il y a des mots en trop, il y a des pronoms qui ne sont pas les bons, on a un elle au lieu d'un il ou bien un il au lieu d'un elle, quelque chose comme ça. C'est pas possible. Pour un livre qui coûte 25,90 €, ce n'est pas tolérable. Et j'en ai plus qu'assez de vous redire à chaque fois la même chose dans toutes mes chroniques de romans traduits que je lis. Ça me gonfle profondément. Mais je tiens à le dire parce que j'estime que ça ne devrait pas exister. Personne ne relit... Enfin, je veux dire, une fois que le bouquin, que la maquette est terminée, avant de l'envoyer en impression, il n'y a pas quelqu'un qui le relit en entier pour être sûr qu'il n'y a rien qui manque ou qu'il n'y a pas une virgule qui a été mal mise ou quoi. Ce n'est pas normal, je suis désolée. Alors, l'industrie du livre, c'est une industrie qui rapporte des milliards et des milliards. Je dis ça, en fait, j'en sais rien. Mais je suppose, vu le prix des bouquins aujourd'hui, alors je suis pas sûre que ce soit, que De Saxus, par exemple, soit une société avec un capital de je ne sais pas combien de milliards. Ça m'étonnerait. Mais... vu le fric que ça engrange, vu l'argent que les gens dépensent pour ce loisir, j'estime que les lecteurs ont le droit, et que c'est même une obligation de la part des éditeurs, d'être attentifs à ce qu'ils publient. Et malheureusement, c'est clairement pas le cas. J'ai encore plus apprécié l'intrigue du tome 2 que celle du tome 1, mais je regrette un peu l'aspect répétitif de ce volume. C'est un peu comme si, arrivé à peu près au milieu, il y a une tentative qui est faite, arrivé à peu près au milieu, et en fait cette tentative va foirer, et du coup on recommence depuis le début. Du coup c'est assez frustrant. Heureusement, ma frustration n'a eu d'égal que mon envie de découvrir ce qui allait arriver à chacun des personnages. J'ai pas été déçue par rapport à eux. Par contre, j'estime que le choix qu'a fait l'autrice d'intégrer un élément magique en particulier n'était pas forcément obligatoire, et je trouve que la fin d'un des personnages qui va mourir dans ce tome, je vous ai dit qu'il y avait des cadavres, donc c'est pas vraiment un spoiler de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, tant que je vous dis pas qui, on va dire que ça va. Je trouve que la fin de ce personnage, donc qui meurt, a été un peu... pas bâclé, mais je pense que l'autrice aurait pu s'attarder un peu plus dessus. Peut-être dans le tome 3, on en saura plus, parce que ça arrive vraiment à la fin du récit, donc je ne sais pas, on verra. Il y a un point de logique qui m'a beaucoup dérangée, et je pense que c'est à cause de cet élément en particulier que ma note a baissé d'un point par rapport à ma lecture du tome 2, ma relecture du tome 1, pardon. C'est le fait qu'Alex, donc en dehors de tout ce qui se déroule dans le tome 1, elle va se retrouver embarquée dans le tome 2 dans un truc qui va lui tomber dessus, un truc issu de son passé. Alors déjà, ça m'a saoulée. Parce qu'il y a suffisamment de choses dans l'histoire. L'autrice a créé suffisamment d'éléments pour qu'on n'ait pas en plus le passé d'Alex qui vienne mettre le bazar, pour rester poli. Même si évidemment ça ajoute à l'intrigue, donc bon, ok. Ce qui m'a agacée, c'est que Alex à aucun moment ne se tourne vers un de ses proches, une des personnes avec lesquelles elle a appris à vivre au cours de la dernière année qui s'est écoulée entre le début du tome 1 et la fin du tome 2. Alors que clairement, ces gens auraient, si ce n'est les capacités de régler ce problème, au moins pourraient l'aider d'une certaine façon, ne serait-ce qu'en la soutenant, en étant présent pour elle, et à aucun moment elle ne se tourne vers eux. Ça rejoint le fait que
son personnage m'a agacé plus dans le tome 2, enfin m'a agacé tout court dans le tome 2, dans le tome 1 c'était pas le cas, parce qu'elle se plaint systématiquement et parce qu'elle se sent responsable pour tout, et comme elle se sent responsable pour tout, elle estime que elle n'a pas demandé de l'aide à qui que ce soit puisqu'elle ne mérite pas cette aide. Donc c'est... Mon avis reste cohérent, mais du coup, voilà, c'est le point de logique qui m'a beaucoup dérangée. J'ai trouvé que c'était... Enfin, je veux dire, ils ont de la magie. L'élément du passé d'Alex qui vient la hanter, entre guillemets, c'est pas du tout un élément magique, mais genre pas du tout. Et eux, ils ont de la magie. Elle est à Liel, il y a des sociétés secrètes qui utilisent la magie, il y a une histoire d'artefacts. Donc ils ont des moyens magiques de se défendre. Et à aucun moment ça ne lui vient à l'esprit d'utiliser un de ces moyens magiques pour se débarrasser de son problème issu de son passé. Et ça m'a pas semblé logique du tout. À part ça, j'ai adoré, c'était phénoménal. J'ai très hâte d'avoir la suite et fin de cette série qui était prévue, je crois que l'autrice était partie pour faire une série beaucoup plus longue, mais en fin de compte ce sera qu'une trilogie si je me souviens bien. La fin du tome 2 laisse présager des éléments assez intéressants pour la suite, donc j'ai hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo, je l'espère courte, vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures au mois de septembre. Est-ce que vous avez eu des nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!